Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout dernier épisode de Radio Bidon du Tour de France 2021 présenté par Flowbike, notre partenaire, le diffuseur officiel du Tour, qui est aussi le diffuseur officiel de plein d'autres courses cyclistes. Donc, si vous êtes abonné pendant le Tour, chose qu'on présume que vous avez faite, vous allez pouvoir aussi regarder bientôt la Vuelta, vous allez pouvoir regarder les championnats du monde, les Coupes du monde de cyclocross, etc. Paris-Roubaix aussi, qui va se tenir bientôt. Donc, toutes ces courses-là sont accessibles sur Flowbikes. Et avec nous, justement, on a l'analyste et l'animateur, donc le descripteur de course de Flowbikes, qui, pour le Tour de France 2021, Randy et Audrey sont avec nous. Bonjour, madame, monsieur. Hello. Salut. Salut. Et Charles Stigui aussi de Radio Bidon est là. On va parler... Salut Charles, d'ailleurs. Salut. Et on va parler de cette course-là. Donc, on a eu des épisodes pendant pas les championnats du monde, mais pendant le Tour de France. Et on a parlé un peu, on a décomposé la course, les différentes semaines, ce qui s'est passé. Au cours des derniers jours, là, à moins que vous viviez en dessous d'une roche, si vous vous intéressez au Tour, vous avez vu que Tadej Pogačar a triomphé encore une fois dans les Pyrénées, à part un petit jeu de chaises musicales là, dans les 10 positions qui suivent là, dans le top 10, il s'est rien passé de majeur, sauf certains événements, quand même assez surprenants. Par exemple, le gagnant des 2 dernières étapes, qui est Wout van Aert, contre la montre spectaculaire, une victoire au sprint spectaculaire après avoir triomphé sur le Ventoux. Vraiment, j'avais dit au dernier épisode que Wout van Aert, c'était lui le nouveau Eddy Merckx. En venant empêcher Mark Cavendish de remporter cette victoire-là, qui lui aurait donné le record qu'il a ex-aequo avec Eddy Merckx de victoire sur le Tour de France, il m'a donné raison encore plus. Je voulais regarder avec vous, mes amis, un peu faire le tour de ce Tour de France-là avec une couple de questions, puis évidemment... on va finir par faire le tour, par revenir, mais je voulais commencer avec votre moment fort, le truc que vous avez retenu de ce Tour de France-là pour vous, dans votre mémoire, quand je vais vous parler du Tour de France 2021 dans 2, 3, 4, 5 ans, qu'est-ce que vous allez retenir? Puis Audrey, je commence par toi. Donc, moi, ce que je vais retenir, c'est de voir Guillaume Boivin puis Hugo Hull. Michael Woods, on le sait que c'est un gars là qui... meilleur grimpeur, pas mal dans les meilleurs grimpeurs au monde, là, on l'attend. Mais Guillaume Boivin et Hugo Hull, on les voit. Guillaume Boivin est toujours bien placé, place son sprinter Greipel. En fin de course, même encore aujourd'hui, sur les Champs-Élysées, il était là dans les 5 derniers kilomètres, il se battait pour la roue. Moi, là, ça me fait triper de voir ça. Tu sais, je veux dire, c'est des gars, là, qui travaillent depuis plusieurs années. Il n'y a pas eu beaucoup de Québécois qui sont allés sur le Tour de France. Après ça, Hugo Hull, qui monte sur le podium sur cette édition 2021, prix de la combativité, fait la longue échappée, se met dans des groupes, même des fois, il a attaqué. Écoute, ça aurait pu marcher, là, aller en chercher une victoire. Puis, tu sais, Michael Woods, c'est un Québécois d'adoption, là. On va y aller comme ça, là. Parfois, il est nommé comme Canadien dans les articles que je lis, parfois Québécois d'adoption. Moi, je considère qu'on avait 3 coureurs vraiment là qui ont animé le Tour de France. Moi, ça, c'est mon moment fort de voir ça. Et ça fait plusieurs années, tu sais, on en a un Québécois qui participe, tu sais, 2 Canadiens, là, on en avait 3. Moi, là, je trouve ça vraiment... C'est mon moment fort de voir ça, ça me fait très plaisir. Randy? Mon moment fort, moi, ça a été Ben O'Connor, direction de Tignes. Faut s'avouer là que ça a été l'étape... écoute, tu sais, quand t'es assis, t'animes, puis tu regardes les images, puis t'as un malaise profond parce que je sais c'est quoi aller sur une haute montagne de même dans ces températures-là. J'ai fait le col de la Madeleine il y a quelques années, pas en course, mais dans la même genre de météo. Pu sentir tes bouts de doigts, être frigorifié là, jusqu'aux os, il y a rien qui fonctionne. Puis, on voyait les gars, hein, ils ont changé de gants de néoprène. Quintana qui a carrément enlevé son maillot, a pitché ça dans la voiture, on a mis une espèce de veste spéciale contre la pluie, et d'être largué
contre deux Colombiens, tu sais, on savait bien qu'il y était un peu de connivence, les deux voulaient remporter, être largué, de le voir là, dans la vallée avant Tignes, manger, puis tout tenter, recevoir les encouragements de son club, revenir, larguer les deux Colombiens, arriver en vainqueur en haut, puis se placer parmi le top 10, ça a été mon moment fort du Tour de France. C'est un beau moment, effectivement. Charles, toi, c'est Ouais. quoi? Ben, puis en fait, pour rebondir sur Ben O'Connor, après sa victoire d'étape, je pensais qu'elle allait disparaître les jours suivants, mais non, il trouve le moyen de finir 4e au général. Ouais. C'est quand même impressionnant. J'ai hésité entre Ben O'Connor et je viens de décider, en fait, puisque Randy a pris Ben O'Connor, que c'est Wout van Aert. Un peu comme toi, David, j'ai été impressionné. Je suis un peu fan du personnage là par association au niveau du cyclocross, mais tu sais, non seulement son Tour 2021 a été exceptionnel, il n'y a pas beaucoup de comparatifs. Puis c'est quoi la prochaine étape pour Wout van Aert? Est-ce que c'est d'être le leader? Est-ce qu'il a envie d'être leader? Est-ce qu'on continue à le voir sur des classiques? Est-ce qu'il va prioriser aller remporter un Paris-Roubaix ou on va le mettre, on va le protéger au sein de l'équipe? Il est quand même dans une équipe avec plusieurs leaders maintenant. Mais gros coup de cœur, moment fort, c'est là que ça s'est passé. Puis, tu sais, on le disait un peu à la blague, il va aller gagner le sprint sur les Champs-Élysées, puis bang, ça arrive. Pas par chance, là. Il a simplement été le plus fort, le plus rusé et le plus fort aujourd'hui, puis il remporte. Ça fait que, très bien placé. Il était très bien placé. On voyait qu'il a sûrement dépensé beaucoup moins d'énergie que Mark Cavendish dans les derniers kilomètres, là, parce qu'il était mieux placé que lui. Là. Il n'a pas été obligé de remonter autant. En tout cas, ça avait l'air facile. Moi, c'est le seul moment où Pogačar a montré un bébé signe de faiblesse, mais ça a aussi été comme la révélation là, une révélation en fait là, d'un nouveau coureur là, vraiment efficace qui est Vingegaard, là, Jonas Vingegaard là, qui a été sur le Ventoux, le moment où il a distancé les autres meneurs du classement général, là, puis après ça, évidemment, bon, ils l'ont repris dans la descente, tout ça, ils ont fini pas mal tout le monde ensemble, mais ça a été le seul moment. Les Anglos ont une expression qui disent chink in the armor, là, donc une petite faille dans l'armure de Tadej Pogačar. Ça a été le seul moment où il a montré un signe de faiblesse. Même si cette bataille, vu que cette bataille-là au général n'était pas particulièrement exaltante, ça a été pour moi quand même un moment fort, mais surtout de découvrir ce coureur-là que moi j'avais jamais vraiment remarqué, qui était là en soutien à Primož Roglič, puis qui finalement a fini deuxième sur le Tour, vraiment remarquable. Ça aurait pu être ma surprise aussi. Et c'est ma question suivante. C'est quoi votre surprise de ce Tour de France? Le truc qui est arrivé dans votre angle mort. Randy, je commence par toi. Ben écoute, je vais sauter sur ton coattail, comme on dit en anglais. Je vais sauter sur tes propos. Moi, c'est Vingegaard la surprise. Ouais. Écoute, on lui a demandé en entrevue il y a quelques jours, là, est-ce que tu aurais pu imaginer il y a quelques semaines te retrouver leader d'une des formations les plus puissantes du peloton professionnel? Il dit ben non, absolument pas. Il dit on était all-in pour Roglič, c'était le mandat, on était moins quelques coureurs lorsqu'on déjà Dumoulin n'était pas présent. Après ça, ben on perd Yessink, on perd Kruijswijk par un concours de circonstances, un bon chrono à la 5e étape, il se retrouve parmi les prétendants tout d'un coup. Et en équipe, il dit on a discuté, puis on a dit ben là, Jonas, tu y vas. Par contre, comme Audrey et moi on a parlé lors de la diffusion aujourd'hui, on a comme équipe super bien géré ça parce que on s'est servi de Kuss, on s'est servi de Van Aert pour lui enlever beaucoup d'attention, beaucoup de pression parce qu'on est allé à la chasse d'étapes, de victoire d'étapes et ça a aidé énormément et il l'a mentionné dans ses propos Vingegaard. J'ai eu beaucoup moins de pression, beaucoup moins d'attention sur moi et malgré qu'on était amenuisé d'un Kruijswijk ou d'un Yessink en montagne et même un Roglič qu'à un certain point, j'ai été capable de rester avec Pogačar. J'ai su, moi, profiter de ces roues-là. Tu sais,
Fait que c'est un jeune coureur qu'on savait qu'il avait du potentiel, et lorsque tu entends un Pogačar dire « Ouais, moi c'est drôle, vous l'avez peut-être pas vu dernièrement dans des courses, mais dis-moi au printemps, je l'ai vu aller dans quelques courses, il m'a fortement impressionné, et c'était tout juste après qu'il l'avait largué, là, justement. Il dit c'est pas la dernière fois qu'on va le voir, Vingegaard, gardez un œil dessus. » Fait que ça, pour moi, ça a été une belle surprise pour ce Tour de France. Charles? Ben, je reste dans le thème chez Jumbo-Visma. Ma surprise, moi, ça a été la déconfiture déconfiture. Ça a été la disparition de Roglic en milieu de course. La seule personne, quand on s'est fait des prédictions il y a quelques semaines en disant qui va remporter le Tour, j'en profite pour dire que j'avais dit Pogačar, mais c'était pas mon point principal. C'était surtout pour dire que Roglic était, selon moi, la personne qui avait le potentiel de challenger... qui avait le potentiel finalement que la deuxième personne au classement général ne soit pas à 5 minutes de Pogačar. Puis de le voir disparaître, ça a été un peu à la fois une surprise, puis bon, évidemment, on aurait voulu qu'il soit là plus longtemps. Mais je reprends ce que Randy disait il y a 2 instants. Cette équipe-là s'est remise en selle, puis est repartie avec les forces disponibles. C'est à la fois surprenant pour Roglic et Vingegaard. Puis Jumbo-Visma a quand même perdu Tony Martin aussi. Là. On le discarte presque un peu rapidement, mais il y a des équipes qui se bâtiraient autour de Tony Martin. Ça fait que voilà, ça a été ma surprise pour ce Tour 2021. Audrey? Ben, moi, ma surprise, c'est sûr que ça aurait été Jonas Vingegaard, là, ça c'est sûr, parce que vraiment, à son premier Tour de France, faire podium, c'est quand même assez impressionnant. Mais ma grande surprise, c'est de toutes les arrivées qu'on a vues en échappée solitaire. Pour moi, ça, c'en est une, parce que c'est des arrivées qu'on a vues vraiment qu'on n'attendait pas nécessairement. Des gars qui sont partis de loin, des gars qui sont partis à l'attaque, tu te disais, oh mon Dieu, pas sûr, tu sais, tu pars à... Tu sais, même Moritz, là, quand il a gagné sur l'étape de 250 km, là, il a commencé à attaquer à 80 km de l'arrivée, il était 2, puis il a largué l'autre, là, il restait encore, je me souviens plus combien, Mollema qui part à 43 km de l'arrivée en solo. Conrad, moi j'étais sûr qu'il se rendait pas. Ben oui, Conrad, lui, tu sais, je veux dire... Lui, il avait saisi ça, là. Il s'est dit, tu sais, regarde, faut partir de loin cette année pour se rendre, puis c'est ça qu'il a dit dans son entrevue d'après-course. Moi, ça, je trouve ça le fun parce que c'est des stratégies qui faisaient en sorte que le Tour de France était différent des autres années. T'avais pas une seule équipe qui contrôlait toute la course en gros train, puis après ça, tu contrôles les gars qu'il y a dans l'échappée, la course est cadenassée, tu sais, ceux-là qui partent en échappée, c'était comme peine perdue. Sauf que cette année, les gars le savaient, puis c'est pour ça que ça pouvait prendre jusqu'à 85 km avant que l'échappée se forme. Les gars le savaient, si je suis dans l'échappée, j'ai une chance de me rendre. Fait qu'en tout cas, ça, c'était une belle surprise parce que le Tour de France était pas mal scellé, comme vous l'avez dit, là, avec Pogačar. Dès le contre-la-montre individuel, on sentait qu'il allait pas mal partir vers la domination. Puis Charles, justement, il l'avait dit. Il dit, Pogačar remporte le Tour de France facile. Puis quand il a dit ça, j'ai dit, ouais, je suis pas sûr que ça va être si facile que ça, mais il avait raison sur toute la ligne. C'est mon rôle de faire des prédictions. C'est moi qui ai dit que ça allait être facile. C'est moi qui ai dit que ça allait être facile. En tout cas, il y en a un qui a vraiment eu les bonnes prédictions. Ouais, ben Charles, en fait, les deux, on a prédit Pogačar, mais pardon. Mais moi, j'avais dit facile en plus. Le qualificatif est d'ultime importance ici. Oh, j'y tiens. On parle de ça, on parle de... Tu sais, moi, ma surprise, c'est probablement la dynamique de la course au grand complet, tu sais, puis c'est ce que tu disais, Audrey. Je prends, par exemple, de voir dans plusieurs étapes, là, la Ineos qui ont 4-5 coureurs encore à la fin, puis finalement qui sont pas capables de contrôler la course tant que ça, puis que Pogačar attaque quand même à la fin, tu sais, puis oui, il y avait cette avance-là, mais la différence, c'est que chez Sky/Ineos qui ont dominé pendant tant de temps, on aurait vu, tu sais, le train noir de l'Empire arriver, tu sais, déposer son leader, puis il n'y aurait pas eu beaucoup d'action. Pogačar, il attaquait dans les fins d'étape très, très souvent alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Il gagnait des étapes alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Donc,
C'était un tour avec énormément d'action, même si le résultat était écrit et presque scellé plusieurs jours avant la fin. C'est jamais devenu ennuyeux parce qu'on se disait, il va-tu attaquer, il va-tu faire de quoi, il va-tu encore aller les écraser pour leur étamper la face dedans, puis ben oui, il le faisait pas mal souvent. Là. Moi, ça, j'ai trouvé ça assez cool, là, dans le sens... Même si, bon, évidemment, puis on va y revenir, ça alimente toutes sortes de rumeurs, puis tout ça, cette immense domination-là, mais tant qu'à être fort, vas-y all out, là, puis c'est ça qu'il a fait. Là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Vos déceptions, cette fois-ci, tiens, Charles, je commence par toi. Le truc qui vous a déçu, bon, tantôt, on a parlé de Roglic, on n'a pas eu ce duel-là auquel on s'attendait. Sinon, qu'est-ce qui t'a déçu sur le tour? Tu vas tomber en bas de ta chaise, là, mais parce qu'on discute régulièrement de vélo ensemble, toi et moi, mais c'est Arkea Samsic qui a été ma déception. Je les voyais, j'avais parlé de Quintana, maillot à poids, il a joué dans cette cour-là, mais pendant tous les premiers sprints, et c'est là que je dis que ça va te surprendre, Nacer Bouhanni a été... il était là, il faisait ça intelligemment. On dirait, j'irais pas jusqu'à dire qu'il fait les choses complètement différemment, mais il a l'air un peu plus en paix. Puis les résultats étaient là. Il était constant. C'était pas deuxième une journée puis 154e le lendemain. Il était là, troisième à plusieurs reprises. Puis quand il a fini par, si ma mémoire est bonne, se faire sortir à cause de la limite de temps, je me disais, Colin, ça aurait été le fun de le voir avec les sprinteurs jusqu'à la fin. C'est tout le monde fatigué jusqu'à la fin. Un peu, c'est cruel parce que c'est pas un coureur que j'aime beaucoup, là. C'est cruel envers moi, mais j'aurais aimé ça le voir jusqu'au bout. Et dire, vas-y, jeune homme, t'as l'occasion de la grande rédemption. C'est maintenant que ça se passe. Puis, ben, malheureusement, c'est pas arrivé. Ça fait qu'il y a pas de chatons qui sont morts pendant le tour de le Marc Arcan du cyclisme professionnel français n'a pas eu sa rédemption. Non. Les vampires de Cofidis n'ont pas pu attaquer Bouhanni. Ouais. Ah non, mais par exemple, il y a eu un truc un peu bizarre. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais sûrement que oui, là, mais l'étape du Ventoux où Bouhanni se serait commis dans un épisode de bidon très très collant pendant très très longtemps. A effacé cette performance-là de son compte Strava par la suite. Et c'est, si je ne m'abuse, pas l'étape suivante, l'autre d'après, où finalement il n'a pas fait le cut-off là, de temps, la coupure de temps. Puis, mais il était loin derrière, là, et puis finalement, je pense qu'il a abandonné. C'était bizarre. Tu sais, la journée que le Crow finit hors délai, là, il dit il y avait plein de gars qui se tenaient après les autos et qui se faisaient remonter. Il dit j'aurais pu faire ça puis j'aurais pas terminé hors délai. C'était peut-être cette étape-là, mais tu sais, je veux dire ça, c'est. Lui, il y a des images. Ouais, il y a des images. Il y a des images qui sont sorties sur les réseaux sociaux les jours après. Là, on voyait des coureurs, dont un coureur de la Arkea Samsic, mais l'angle était pas bonne. OK, mais c'était louche. Bon, oui. Bon. Audrey, ta déception? Ben, moi, ma déception, c'est la formation Ineos. C'est pas que ils ont mal fait, mais c'est que sont arrivés à grande pompe. On attendait Geraint Thomas, on attendait potentiellement 4 leaders, Richie Porte, Theo Gonnenhardt, vainqueur du Giro 2020, et Carapaz. Donc, t'avais potentiellement 4 leaders pour ce Tour de France-là. Il avait gagné le Giro, il avait gagné Tour de Catalogne, Tour de Romandie, Tour de Suisse. Bref, il a tout gagné presque là en début de saison avec des coureurs différents. Fait que il arrive avec une formation, là, tu dis une formation monstrueuse, ils vont dominer, tu sais, ça va être difficile à battre. Honnêtement, là, c'était quoi, première semaine, première journée? C'est fini, là, il te restait juste Carapaz, là. Puis en plus, Carapaz, en tout cas, c'est sûr que là, bon, je suis exigeante un petit peu, là, mais je m'attendais à ce qu'il pouvait égaliser, là, Pogacar. Je pense que Pogacar est juste trop fort pour la Ligue, là, tu sais. Ouais. Tu regardais, là, genre, exemple sur l'Uz Ardiden, là, Ouais. tu sais, ils ont
torché ça là, dans la montée. Là, tu sais, Gegenhardt est là, puis tout le monde, ça pète de partout derrière. Tu sais, il reste juste eux, mais c'est ça, je pense que... Tu sais, il y avait trop un gros écart. Tu sais, t'avais Tadej Pogačar, puis t'avais tout le reste qui essayait de suivre. Puis c'est ça, je trouve, la déception un peu de ce Tour de France-là. C'est que dans le classement général, tu sais, c'était scellé d'avance. Mais tu sais, un gars comme Carapaz, je l'attendais plus proche. Oui, peut-être Primož Roglic aurait pu être là. Puis tu sais, si la Ineos perd pas les 3 autres cartes, Geraint Thomas, Theo Gegenhardt puis Richie Porte, ben là, tu peux jouer avec ça, tu sais. T'as 2-3 gars dans le top 5, top 7 avec des petits écarts, mais là, tu peux les envoyer à l'attaque. Fait que là, Pogačar peut réagir, mais tu sais, il n'y a rien de ça. Fait que c'est ça, moi, je pense, ma déception. Ah ouais, mais je pense qu'il n'y avait rien à faire, là, tu sais, il était pas capable de le décoller. Même les journées, là, où son équipe était pas là, tu sais, puis il était rapidement isolé, ça avait même pas l'air de le déphaser une seule seconde. Puis, tu sais, il y a une stature impériale là, maintenant, là, en 2 saisons, là, très très forte. Là, il est allé rechercher Kwiatkowski qui a essayé de faire un move à un moment donné après une chute. Là, il est devenu le boss du peloton, etc. Charles, c'est toi qui allais parler? Je t'ai coupé. Ben, en fait, j'allais dire, j'ai fait l'exercice, puis Ineos a fait un peu ce qu'ils font toujours, à savoir tirer, amener leur leader. Puis tout le monde explose, ce que Audrey vient d'expliquer. Ouais. Je sais pas ce qui aurait pu être fait différemment. C'est quoi la stratégie pour battre Pogačar? Je suis pas sûr qu'il y en a une en ce moment. Je me suis mis à me bâtir un Dream Team en disant OK, Ineos est pas assez fort, on va faire une autre équipe en mixant toutes les autres équipes. Puis je suis pas sûr que c'est encore suffisant. Ça fait que tu sais, c'est la tête et les épaules au-dessus. Là. Si tes gars tombent pas au début pis t'as encore 3 gars dans le top 10, là, tu peux jouer avec ça, tu sais. Fait que Pogačar, faut qu'il réponde à tout. À un moment donné, s'il est pas surhumain... Mais ça revient à dire, Audrey, ce qu'on parlait en ondes, tu sais, lorsqu'on était sur les dernières étapes pyrénéennes. T'as un groupe select, t'as Uran, t'as Carapaz qui est là, t'as Vingegaard. Ils attendent à 1,5 km du sommet pour y aller un après l'autre. C'est à 2-3 km. Quand tu drops tes équipiers, c'est là, tu te regardes Uran et compagnie, puis tu fais comme là, on le met dans un câble. Puis si ça marche pas, ben là, on aura épuisé. On a essayé de mettre 5 gars en avant, tu sais, il y a rien qui a fonctionné. Ils ont attendu, là, les étapes pyrénéennes, ça a été ça leur gros problème aux gars qui étaient derrière lui au classement général, c'est qu'ils ont attendu. Ils étaient frais et dispo encore en haut. C'est mettez-le à la dure beaucoup plus tôt. Mettez-le dans les câbles. À un moment donné, il est humain, il va péter lui aussi. Là. Ouais, je sais pas. Moi, je le regardais aller, puis tout le monde avait l'air à bloc, puis lui, il avait la bouche fermée, puis... Ouais, c'est ça. J'ai fait une blague dans les réseaux sociaux en disant, sur Twitter, en disant qu'il il a la même face que moi quand j'attends mon café au service à l'auto, là, puis il a l'air complètement relax, il n'y a pas de problème, puis tout le monde est comme la face déchirée à bloc à côté, puis tout le monde a perdu son game face sauf lui. Fait que je pense que même s'il avait voulu, là, il se disait tout, si j'essaye là puis que ça marche pas, je vais sauter puis je vais perdre 10, 20, 30 secondes. Fait que je pense qu'il leur a fait peur, là. Il est juste trop fort. Il y en a même qui ont été obligés de bluffer pour essayer de le battre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut essayer des stratégies. Ils essayent tout ce qu'ils peuvent, là. C'est comme... Ouais. Tu sais, une des sous-questions dans les déceptions, c'est est-ce qu'on est déçu de Uran, qui était bien placé tout le long, puis qui a finalement craqué et disparu, je sais plus où est-ce qu'il a terminé, il a fini 10e. Êtes-vous déçu de Rigoberto Uran? Ben, moi, je suis agréablement surpris qu'il finisse 10e, là, tu sais. J'étais surpris qu'il soit dans le top 3, là, tu sais. Uran, il y avait 2 étapes de montagne de trop. Ouais. Vraiment, là. C'est les Pyrénées qui l'ont tué, là. Complètement. Moi, toi, Audrey, t'es-tu surprise de ça, déçue? C'est juste la seule affaire qu'on aurait pu penser qui fait qu'il aurait pu faire un bon classement général, c'est son Tour de Suisse. T'sais, fait qu'on s'est basé là-dessus. On s'est basé sur... il remporte le contre-la-montre du Tour de Suisse. Puis là, il finit bien au général, sur le podium. Fait que là, on se dit, ça va bien aller au Tour de France. Mais avant ça, il n'y avait rien là qui pouvait potentiellement indiquer qu'il allait bien performer sur le Tour de France. Donc, je pense qu'il y a eu un peu d'attente. Et même le directeur sportif disait...
on s'attendait pas nécessairement là qu'il se rende au bout comme ça, mais je pense que c'était une belle surprise, ou en tout cas, du moins c'était bien là, de le voir rivaliser là, pour un bon bout de temps, mais comme Randy dit, il était un peu à court, là, ça a été juste un petit peu trop long pour lui. Ouais, tu sais, il y en a d'autres coureurs que ça m'a plus déçu, tu sais, qui dégringolent. C'est comme Guillaume Martin qui a connu quelques mauvais moments, là, tu sais, puis qui était comme deuxième ou troisième au classement général à un moment donné, troisième. Ouais, deuxième. Ouais. Fait que, tu sais, puis qui finit 8, ben c'est une belle progression. Là. Je pense qu'il a fini 11, 10, puis le 8 dans les derniers Tours de France, si ma mémoire est bonne. Là. Fait que ça va, mais tu sais, il a quand même dégringolé. Un Wilco Kelderman que j'aurais aimé ça voir sur le podium aussi, tu sais, des trucs comme ça. Randy, je t'ai-tu demandé ta déception, toi, ou je suis rendu à toi? Non, on est rendu là. Ma déception, moi, c'est ni un coureur ni une équipe, c'est les organisateurs du Tour de France. OK. La façon dont le profil du parcours a été designé cette année c'est une histoire qui se répète. On a encore eu une situation où les coureurs ont protesté, là, évidemment, suite à ce qui est arrivé à la première étape. C'est la façon dont ils configurent le Tour de France. On n'a jamais ces situations de première semaine complètement hors normes, folles, trop d'enjeux, des parcours dangereux, où on met la vie des coureurs, des spectateurs en danger. Dès la première semaine, on met le maillot à poids dans le lot. C'est complètement ridicule. On a, dans le fond, c'est le Tour de France qui en a payé le prix cette année parce que regarde tous les coureurs qui ont été sortis. S'en est suivi des étapes de montagne beaucoup trop difficiles en début de tour. Qu'est-ce qui est arrivé? Coquard démarre, ensuite Bouhanni sort du lot. Ça ouvre la porte pour un Mark Cavendish. Ça change toute l'allure de la course pour le maillot vert. Et ensuite, ce que ça a fait comme troisième un peu volet à tout ça, la façon dont ils ont configuré, tu t'offres sur un plateau d'argent un gars comme Pogacar, le maillot à pas, pendant que ça fait 10 jours que Pauls, Woods, Quintana, toute la gang se démènent comme des Mongols pour aller grappiller des petits points. T'offres à Pogacar deux arrivées en sommet hors catégorisé, c'est 2 doigts dans le nez, il part avec encore cette année. Et la 4e et donne finale de tout ça. Ça fait que t'as des gars comme Woods qui font comme il est Jeux olympiques, j'ai pas le maillot à poids. Ciao, bye, je pars à 2 jours de la fin, ou Miguel Angel Lopez ou Fuglsang ce matin. Pour moi, ça c'est ma déception. C'est comme, oui, c'est beau penser à des parcours pour que ça soit intéressant, pour qu'on voit des grosses batailles en montagne, qu'on espère, avec un certain nombre de coureurs. Mais là, il va falloir commencer à vraiment, passez-moi l'anglicisme, relaxer ça la première semaine, là. Enlever des enjeux, laisser les gars concourir, donner peut-être toute la place aux sprinteurs. Mais on se retrouve là, dans les premières deux premières étapes, là, aussi, quand Egg et Demar et tout ça, ils ont chuté, là, avec des routes, là, t'as 160 gars qui s'en viennent à fond de train, protéger les leaders au classement général, protéger le pauvre clown qui a pris 4 points au classement de la montagne, amener Cavendish puis les trains au sprint sur des routes qui font ça en Bretagne. C'est un non-sens total pour moi. Puis ça a été ça, ma déception. Ouais, sur qui le sont Tour de larges France. comme une ruelle, qui tournent à 90 degrés. Tu tues le spectacle? Ouais. Tu tues le spectacle, t'es un peu comme un dealer de drogue qui donne du fentanyl, qui tue ta clientèle. Là. C'est comme, à quoi tu penses, là? T'es en train d'amenuiser. Tu tues ta clientèle à toute fin pratique, là, pas littéralement, mais tu nuis à la suite des choses. Puis, en tant qu'homme d'affaires, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Eux autres le voient sans doute autrement, parce que le problème principal, c'est qu'il faudrait que ces étapes-là finissent, par exemple, en dehors des villes, pour qu'ils puissent avoir plus de place, puis qu'il y ait moins de mobilier urbain, ce genre de choses-là, donc moins de risques pour le peloton à ce moment-là. Sauf que ces villes-là, elles payent une fortune pour être sur le tour. Ça fait partie du budget du tour. Fait qu'il va falloir qu'ils trouvent de l'argent ailleurs s'ils font ça. C'est ça le problème. Absolument. En même temps, on a-tu le goût de voir une course finir entre le Castorama et le Super U dans un Power Center, tu sais? Moi, si le sprint est bon puis on se retrouve pas avec 3 chutes massives dans les 30 derniers kilomètres, go for it! Go for it! Ben moi, je suis d'accord avec Randy, là, les chutes cette année, là, honnêtement... tu sais, je veux dire, c'est un beau sport. Puis là, quand tu vois tout ça, là, moi, j'étais mal à l'aise, j'étais émotionnelle, émotive, j'ai pas capable de voir ça. Tu sais, nous autres, on est en onde, là, puis là, t'as des gars partout tout empilés un sur l'autre. Tu sais, c'est comme...
pas supposé être de même du tout, là. Oui, il y a eu Marc Madiot qui est sorti très fort, là, un coup de gueule à la Marc Madiot, puis tu sais, en même temps, ça prend du monde qui vont parler puis qui vont chialer un peu parce qu'il y a quelque chose qui va pas, là, ça c'est sûr. Ouais. C'est vrai que ça a un peu cassé le party tout de suite en commençant. Bon, OK, il va manquer un tel. Le tour continue, mais sans plein de monde. Ah oui. T'as eu des répercussions sur les 2 semaines suivantes, David. T'as des gars qui se sont jamais remis de leurs émotions. T'as un gars comme Chris Froome, on en a fait le spectacle de juste se rendre à... C'est pas de même qu'on devrait parler de Chris Froome pendant un Tour de France. Là. Mike, la même chose. Tu sais, le Giro et la Vuelta sont capables de se financer, puis ils font pas ces genres d'erreurs-là. Je m'excuse. Mais la plupart des coureurs, ils vont dire que le Tour, c'est beaucoup plus fébrile, par contre, que les autres grands tours pendant les premiers jours, la première semaine. Mais il y a beaucoup de coureurs qui ont proposé de ramener les prologues, ce genre de choses-là, tu sais, qui désamorcent un peu justement ce stress-là, tu sais, de départ. Donc, si on fait ça, puis on a des parcours plus sécuritaires, effectivement, on va éviter d'avoir ça. Moi, ma plus grosse déception du Tour, c'est de ne pas avoir eu la rencontre au sommet prévue justement entre Roglic puis Pogačar. Tu sais, c'était ça que j'attendais, là, puis c'est ça que je pense qu'on était beaucoup à attendre ça. Là, tu sais, j'avais pas particulièrement beaucoup d'attentes pour Thomas ou Carapaz ou d'autres coureurs au général. C'était Roglic, je voulais voir s'il allait prendre sa revanche. Puis c'était ça, là, l'histoire de ce tour-là. Là. C'était la revanche de Roglic contre Pogačar, puis ça a juste pas eu lieu. Il y a eu beaucoup, je trouve, d'équipes perdantes cette année. Des équipes, tu sais, il y a des équipes qui ont beaucoup dominé, comme Bahrain Victorious, qui ont mérité leur nom et une visite de la police à cause de ces nombreuses victoires-là. On en reparlera après, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'équipes là, qui ont échappé ce tour-là. On les a pas vus. Peut-être ceux qu'on a le moins vus, c'est par exemple DSM, là, tu sais, qui était comme pas là, nulle part, jamais. Movistar a fait de la figuration plus qu'autre chose. Quebeca, même, c'est vraiment pas un bon tour pour eux. Il y a des équipes continentales qui ont mieux fait qu'eux là, cette année. Là. Donc, c'est qui, pour vous, l'équipe, là, l'équipe perdante cette année, là, c'est le plus décevant, là, à votre avis? Cette fois-ci, on commence par Audrey. T'sais. OK. Pour disons, dire qu'une équipe est décevante, pour moi, il faut que j'aie eu des attentes avant. Tu sais, par exemple, oui. Quebeca, j'attendais moins. En tout cas, plusieurs équipes, mais en même temps, c'est pas pour être méchante. Intermarché, par exemple. Tu sais, c'est parce qu'Intermarché, par exemple, c'est des équipes qui ont beaucoup moins de budget, donc tu sais, c'est un peu, des fois, la donne. Mais une équipe qui, sur papier, aurait pu très bien faire et qui, malheureusement, n'ont rien presque retiré de ce tour, c'est la FDJ. Avec Arnaud Desmar qui, au début, a de la difficulté à frotter, a de la difficulté à suivre les roues de son train. L'année passée, au Giro d'Italie, il a été vraiment dominant. Il arrive sur le Tour de France. C'est sûr qu'il a eu sa chute, mais après ça, tu sais, il était pas capable de frotter. Puis 2 jours après, fini hors délai. Là, tu te dis, bon, il me reste la carte David Gaudu pour le général. David Gaudu, c'est un coureur qui, on le sait, là... il ne gagnera pas le Tour de France demain matin, mais c'est un coureur qui progresse bien puis qui a un très beau potentiel. Après ça, il est bien placé au général, il court bien même au début. Il a attaqué le groupe des favoris, il était quand même agressif, il s'est fait chasser. C'est des images d'ailleurs qu'on n'a pas eues en ondes, mais tu sais, par la suite, on décortiquait puis on a vu qu'il était agressif au début. Quand, après ça, il y a eu cette espèce de problème gastrique ou de défaillance là, dans l'étape du Mont Ventoux, ben là, la FDJ, t'as plus ton classement général, t'as plus ton meilleur sprinter. Après ça, t'as ton meilleur rouleur, Stefan Kung, spécialiste du contre-la-montre individuel, qui passe proche de gagner. Là, tu te dis, c'est ta dernière carte. Puis là, hier, il part trop fort. Malheureusement, il finit sur le podium, si je me trompe pas. Mais, tu sais,
Mais en même temps, ils ont pas bien fait parce qu'ils ont essayé. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est qu'ils ont essayé. Cogne était dans les échappées. Gaudu a fait des échappées. Tu sais, Gaudu, il a bien rebondi quand même après là, cette espèce de défaillance. Il a perdu des places au général. Il finit 11e au général. Puis c'est ça. Sa montée, son attaque dans le Tourmalet, là, c'était pas mal. Là. On a vu qu'il était revenu. Là, ouais. Sa descente était malade. Oui, vraiment. Ah ouais. C'est ça, j'ai aimé ça. Mais au bout de la ligne, je pense que eux, ils ont rien. Il n'y a pas eu ce qu'ils voulaient là, sur ce Tour de France-là. Okay. Il y avait une possibilité d'avoir vraiment des belles choses. Charles, l'équipe, la grande perdante, d'après toi, de ce tour-là? Je suis complètement d'accord avec Audrey sur le fait qu'il faut avoir des attentes envers une équipe pour en être déçu. Dans mon cas, c'est DSM qui a retrouvé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait eu un flottement entre Rabobank et Giant, et l'équipe s'appelait Blanco. Ben, DSM cette année, c'était l'équipe Blanco, blanc cassé beige, avec des coureurs avec du super potentiel, Søren Kragh Andersen, Tige Benoot, il y avait des pièces moins fortes dans leur carquois, mais quand même, il s'est rien passé, ni au général, ni dans les étapes. Ça a été, je suis physiquement retourné voir le start list pour m'assurer. C'est une équipe World Tour, là. C'est pas Intermarché, là. On est ailleurs. C'est pas une équipe invitée par chauvinisme national. C'est une équipe qui a sa place là, mais a swing and a miss, ça a été encore plus vrai après l'année dernière où il y avait tellement fait un spectacle extraordinaire là, vraiment. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Tige Benoot, Søren Kragh Andersen, Marc Hirschi qui était avec eux à l'époque, donc il avait fait un show extraordinaire, remporté plein d'étapes, puis à la fin on avait dit, hey, ok, ça c'est l'équipe là, eux autres là, les tactiques là, ils ont écrit le livre, achetez-le, c'est comme ça que ça se passe cette année. Les crickets, c'était total. D'après moi, leur partie d'équipe n'a pas dû être très wild. Hey, non, ils avaient une belle photo là, où ils faisaient semblant d'être tout contents là, de s'être rendus au bout du tour. Là. D'après moi, après le photo-op, là, ils sont allés mettre les Space Legs puis boire un Perrier, puis ça a été ça. Randy, l'équipe qui est la plus grosse déception pour toi, c'est qui? Je dois seconder et même une troisième fois répéter que quand tu as des attentes, c'est là que tu as des déceptions. Ouais. Moi, il y a deux équipes. La première, c'est Israel Startup Nation. Et c'est peut-être moi qui ai bu le Kool-Aid un peu trop vite. Regardant l'alignement sur papier, je me dis peut-être que là Froome, ça va être la fois, il va être capable, même s'il a dit qu'il serait pas prétendant au classement général, pour aller appuyer Mike Woods, puis tu sais, t'as Dan Martin dans l'eau, puis là je me dis peut-être une fois Dan Martin va savoir c'est quoi travailler en équipe, puis tu sais on va donner, puis Mike il essaie, mais lui sa tête était déjà à Tokyo, je pense, passé les Alpes, le Mike était déjà rendu à Tokyo, alors pour moi ça a été une déception, ça a été comme we overpromised and we underdelivered, mais vraiment underdelivered. Généralement, c'est l'inverse qu'on essaye de faire. Mais c'est ça, tu sais. Mais je suis entièrement d'accord avec les propos d'Audrey plus tôt. Le travail que Guillaume, Greipel, Zabel ont fait, ça, chapeau, ça a été parfaitement réussi. Mais dans l'autre facette du jeu, le général, les montagnes, même maillot à poids, puis Mike qui décide, j'ai pas le maillot à poids, bye, m'en va à Tokyo plutôt. Je l'ai avalé un peu de travers celle-là, et je suis un peu de la vieille école là. J'ai un peu une crotte sur le cœur face à ces athlètes qui, tu sais, comme Nibali, Van der Poel, Mike et toute la gang qui ont plié bagages en plein milieu du tour là. Je suis bien plus chum avec Eddie Merckx sur ses propos à ce sujet-là que peut-être des gens du cyclisme moderne. T'embarques dans quelque chose, tu le finis. C'est un peu comme Audrey et moi qui est en plein milieu du tour. On dit finalement je vais aller faire Radio Bidon à temps plein, le bye bye Flowbike. C'est un peu comme ça, ça a l'air. Des petites nouvelles pour toi, c'est sûr que c'est moins payant. Mais à ce niveau-là, ça a été dans ces trucs. Et l'autre, pour finir avec des déceptions, c'est Lotto Soudal. L'exemple parfait d'une équipe qui arrive au tour. Le plan, c'est un plan
dans A. Il n'y a même pas A-, A-, même pas de BC. C'est All-in Caleb Ewan. Puis après ça, on a l'air un peu d'une gang de touristes. Là. Puis, hey, mom, Brett Van Moor. Hey, Tos Van Der Sand avec Hugo. Puis lui, le lendemain, fatigué, abandonne. Ouais, tu sais, c'est... Ouais. Non. Oups, pardon. C'est comme mon équipe. En tout cas, j'en ai plusieurs qui m'ont déçu, mais tu sais, moi, l'équipe qui m'a le plus déçu, je pense, c'est Astana. Parce que il s'en venait gagner des étapes, puis il s'en venait être agressif. Puis tu sais, honnêtement, à part Hugo, là, puis tu sais, Lutsenko qui était pas si pire, mais qui était là, mais à l'arracher, tu sais, sinon, tu sais, j'ai pas... ils étaient là, mais je les sentais pas, tu sais, comme une menace ou comme une équipe là, qui était là. Je sais pas comment vous les avez trouvés, vous, mais... Ben, c'est pas comme les autres années, ça c'est sûr. Non. C'est très rare qu'ils ne sortent pas avec des victoires d'étape. Eux autres, il n'y avait pas de plan cette année. T'arrives avec Fuglsang, puis finalement, c'est Lutsenko un petit peu. Hugo qui a eu carte blanche un peu comme l'année passée, pas autant. Ça avait l'air un peu éparpillé, leur affaire. Un peu fling-flang, là, tu sais. Pour une grosse équipe comme ça, là, c'était sur le Tour de France, c'était un peu surprenant, là. Tu sais, mettons, Movistar qui fait la même chose, on n'est pas très surpris, là, tu sais, parce que ils sont vraiment bons pour avoir 12 leaders, puis de jambonner ça souverainement, tu sais, comme ils le font à peu près chaque année, là. Mais, tu sais, en espérant que Valverde va travailler avec tout le monde, des affaires comme ça, là, tu sais, des genres de vœux irréalisables. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce que Valverde est allé dire à Sepkus après la course. Il avait pas l'air content quand Sepkus a gagné. Là. Il est allé dire de quoi, Sepkus? Je l'ai entendu en entrevue dans un autre podcast. Il a pas voulu dire c'était quoi que Valverde avait dit. Là, ouais. Il était question de cojones. D'après moi, il est allé lui dire, okay. Jeune homme, tu descends comme un fou furieux. Ah ouais, ok. Ouais, je pense que c'est bien plus de raison. cette nature-là. C'était respectueux, là, c'était pas comme la veille ou l'avant-veille quand Henrik Mas est allé voir Kwiatkowski. Kwiatkowski, où là, il y avait un peu moins d'amour, je pense, dans le propos. L'histoire de l'attaque, d'aller rechercher Carapaz pour des loose ends du temps où Carapaz était chez Movistar. Là, je pense que là, il n'y a pas eu d'amour perdu. Il y a de quoi. En fait, ils ont probablement une 3e saison sur Netflix, fait qu'il faut qu'ils continuent à alimenter sérieux, c'est un roman savon, là, cette équipe-là, là, ça n'a aucun sens. C'est une telenovela. C'est ça que c'est. Voilà. C'est une mauvaise telenovela. C'est incroyable. C'est tellement... Et tu sais, c'est pas pour faire preuve d'aucune forme de xénophobie ou quoi que ce soit, mais regarde, même aux mondiaux, les Espagnols ont toujours trop de chefs et pas assez d'Indiens. Ils n'ont pas des sélectionneurs, des directeurs sportifs qui sont capables de les contrôler. Oui, ça a bien été en 2018 pour Valverde, juste parce que Valverde était le seul qui a réussi à survivre aux attaques de Mike. Et si Mike avait pas fait de crampe dans les 200 derniers mètres, on aurait déjà eu un champion canadien. Là. Parce que Valverde, j'étais là, puis sur le Hull, quand Mike a donné le dernier coup de moteur, puis que Moscon et compagnie ont droppé le Valverde, j'ai jamais vu Valverde vert de même. Là. La vallée verte était vraiment verte cette journée-là. Là. Il était pas bien. Puis c'est un concours de circonstances en finale, mais les Espagnols, là, oublie ça. Là. Bon, un jour, ils s'organiseront, puis ils réussiront à gagner des courses. Pour l'instant, ça fait des séries sur Netflix, comme tu dis, Charles. c'est ça. Plutôt intéressant. Mouvementé. En tout cas, il se passe quelque chose. Il se passe plus de quoi, finalement, là, que pendant les courses. Je veux finir en parlant d'un truc un peu plate, mais qui est là, puis c'est une question que je vous pose. Bon, on a eu la police qui est débarquée chez Bahrain Victorious cette année, chercher on sait pas quoi exactement, l'ont pas trouvé visiblement. Ils sont partis avec les fiches de données des coureurs. Est-ce que dans ces fiches-là, il y a aussi des données sanguines? On le sait pas. On sait qu'il y avait des données techniques, là, donc puissance, probablement poids, etc., ce genre de choses-là. Donc, ce qu'on appelle en espagnol des power files. Là, donc, ils ont saisi ça aussi.
je sais pas si les policiers veulent faire comme moi puis comparer leur temps sur le Ventoux puis le Tourmalet puis déprimer en comparant avec les pros là. Mais en tout cas, ils ont saisi ça. On a eu aussi des rumeurs de dopage mécanique comme on en a régulièrement maintenant. Donc il y avait encore un nouveau gadget cette année qu'on nous montrait dans les réseaux sociaux, dans un moyeu caché, etc. Je sais pas quoi penser de ça, puis je sais plus quoi faire avec ça. Je sais plus quoi faire avec des trolls comme Antoine Vaillé, là, tu sais, qui regardent la course à tous les jours en disant c'est sûr qu'ils trichent toutes, ça se peut pas, ils ont fait 6,4 watts par kilo pendant tant de temps. Puis de l'autre côté, l'espèce de passif du tour où cette course est tellement difficile, tu sais, qu'elle appelle là, tu sais, à la triche un peu, ou ne serait-ce que pour survivre, parce que on sait que tous ces plus grands champions jusqu'à Armstrong, là, sont probablement, je dis probablement, là, juste pour pas me ramasser avec un procès, là, sont probablement tous dopés, tu sais. Donc, puis là, on a ça à chaque année. Est-ce qu'on est condamné, puis c'est ça ma question, là, je viens de poser, je salue mon ami Jean-Philippe Vautier, je viens de poser une question à peu près comme lui, c'est-à-dire une question de 25 minutes. Avec les réponses dedans. Avec les réponses dedans. Est-ce qu'on est condamné à vivre avec ça jusqu'à la fin de nos jours, cette suspicion permanente-là envers les meneurs? Ce discours-là qui vient rendre le tour pénible puis lourd à chaque fois. Pensez-vous qu'on est fait, là, ça fait partie de la game, puis je vous lance ça à la volée. Le premier ou la première qui est game répond. On est-tu fait avec ça? Je vais y aller en premier. Je pense pas que c'est la difficulté de l'épreuve qui précipite le dopage. J'en veux pour preuve Ben Johnson, dont l'épreuve se règle en moins de 10 secondes, en 92-8, je me rappelle plus trop, là. C'est pas le fait que ce soit une épreuve aussi difficile sur 3 semaines qui demande c'est probablement une des épreuves physiques les plus difficiles, tout sport confondu. Mm-hmm. Est-ce qu'on est condamné? C'est ça ta réponse? Ouais. Peut-être. J'ai pas de réponse à cette question précise-là. Je vais répondre à côté en disant que moi, je fais le choix sans avoir des lunettes roses, puis d'appuyer le fait qu'il y ait des descentes, puis qu'on questionne les équipes et les coureurs. À un moment donné, si on veut continuer à s'intéresser au sport, il faut leur donner la présomption d'innocence. Même quand Pogačar, une main dans le dos, la bouche fermée, gagne tout par 5 minutes d'avance sur tout le monde, c'est sûr que ça lève des flags. Mais c'est parce qu'à un moment donné, le dopage ou la suspicion de dopage devient le joker. Ça devient la réponse à tout. Ça tue le plaisir de consommer du cyclisme. Comme fait que, moi, j'ai fait ce choix-là. Je me rappelle d'avoir eu la discussion avec un ami il y a longtemps. Il me dit, le cyclisme professionnel, il faut que tu regardes ça comme la lutte. C'est organisé, mais c'est un bon spectacle. Je me suis pas rendu jusque-là. Moi, j'ai fait le choix de les croire non coupables jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est ça, pas de lunettes roses. Les tests sont en retard sur les coureurs, c'est sûr. On le sait. Ça, il n'y a pas de question là-dessus. Mais en présumant que les meilleurs sont dopés, ben le jour où Mike Woods finit top 10 au Tour de France, il faut aussi enlever son chapeau de chauvin que je porte bien calé sur la tête, puis dire, bon, ben lui aussi, il est dopé. Ça fait qu'à un moment donné, ça compute plus. Il y a plus de plaisir dans le sport. Ça, tu peux dire, il est pas dopé, mais il aurait gagné s'il l'était, puis tu sais, tout le temps... c'est ça qui fuck le chien un peu, là, c'est qu'on sait jamais, là, puis il y a tout le temps cette espèce de nuage-là, là, qui vient... Quand est-ce que le Kool-Aid devient toxique, là? Quand est-ce que le Gatorade devient toxique? C'est la limite, là. C'est ça, mais tu sais, je me pose tout le temps la question, puis c'est tout le temps ça, tu sais, mon problème, c'est d'avoir du plaisir à aimer ce sport-là, que j'adore, tu sais, pas me faire d'accroire, puis en même temps,
c'est pas non plus à être en déni total. Là, donc, il y a comme un espèce de mélange de tout ça. Là, et c'est pas incompatible. Tu peux être sceptique, mais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il existe un point milieu. Là. Et ça veut dire d'être... Vas-y, Audrey, excuse-moi. En fait... Tu te demandes si ça fait partie de la culture, mais tu sais... Nommez-moi un autre sport que le vélo où ils font des textes constamment, des articles où les journalistes vont poser des questions de dopage directement à un athlète. Il en existe-tu? Je veux dire, juste ça fait que malheureusement, c'est dans la culture. Ouais. Et est-ce que ça va le rester? Bon, c'est bien parti pour rester parce que aussitôt qu'il y a quelqu'un qui fait des bonnes performances, c'est la première chose. Soit que c'est dopage mécanique, soit que c'est... Tu sais, les records d'ascension n'ont pas été battus depuis l'ère Armstrong. C'est sûr que les gens vont faire des liens. Mais bon, moi, je fais juste mettre les faits sur la table. Ouais, puis tu sais, t'as des coureurs comme Thomas de Gent, puis tu sais, Antoine Chaine disait la même chose dans l'entrevue, qui disent ils font les meilleurs chiffres qu'ils ont jamais fait de leur vie. Puis ils se font rincer. Thomas de Gent dit je suis plus capable de partir en échappée au tour. Là. Tout le monde est rendu trop fort. Bon, ceci étant dit, il y a la pancarte aussi. Là. Fait que tout le monde le sait que quand il part, ben faut pas le laisser partir, surtout pas avec un groupe fort parce qu'il va ou moyennement fort plutôt parce qu'il va dropper tout le monde puis il va s'en aller. Donc c'est ça. Toi, Randy, comment que tu réussis à concilier ton amour du sport puis le doute permanent qu'on laisse planer au-dessus de celui-ci? Ben écoute, ça ressemble énormément à ce que Charles puis Audrey ont dit, même ce que toi t'as avancé. Tu sais, si à un moment donné, on regarde ce sport, et moi c'est un peu là-dessus que je m'appuie. On parle d'un sport qui est hyper dopé ou qui a connu des périodes de hyper dopage. Là. Mais quand je compare, puis je parle beaucoup avec des gens qui sont à l'interne là, au niveau de l'antidopage pour le l'UCI, pour la WADA, des gens que j'ai côtoyés, et des gens qui sont même des Québécois, des Montréalais, qui sont des gens engagés par le CCES, engagés par la WADA pour aller faire les tests. Et ils disent, exemple, pour un cycliste, là, exemple, Audrey, quand elle courait. Eux peuvent débarquer chez Audrey là, un dimanche matin, en pleine tempête de neige. C'est arrivé souvent, puis même en paracyclisme, ça, je peux te dire. Là. Et voilà, tu sais, ils vont débarquer. Mais comme la personne m'expliquait, elle dit, moi, là, quand je vais tester un joueur des Canadiens de Montréal, là, ou des Raptors là, de basketball, là, tout ça, là, il dit, les gars, ils sont avisés d'avance, ils sont préparés, tu sais. Fait qu'on se retrouve à comparer des pommes avec des oranges. Deux poids, deux mesures. Le baseball, le hockey, c'est la même affaire. Et l'autre, la donne qui est reliée à ça, c'est que dans le baseball, dans le hockey, dans le soccer ou le football européen, appelez ça comme vous voulez, ils ont des associations de joueurs, ils ont une structure de coûts et de revenus complètement différents. Au hockey, c'est des gouverneurs millionnaires, milliardaires qui sont propriétaires. Hey, tu penses-tu qu'ils vont pas payer à travers les dents pour pas que leur top joueur de hockey soit pas pris avec l'EPO ou avec n'importe quelle amphétamine qu'ils prennent avant de jouer leur match? Le cyclisme, malheureusement, est victime, à ce niveau-là, quant à moi, de sa totale désorganisation, désharmonie entre les différentes instances. Tout le monde se bitch entre eux autres. Écoute, l'année passée, les coureurs ont quitté le CPA en grand nombre, Mike Woods inclus, pour créer leur propre association. Les équipes s'entendent même pas avec l'ASO s'entend même pas avec l'UCI. Comment veux-tu créer un discours qui est clair, qui est concis, monter un front commun, pas pour duper le public et cacher des résultats comme à l'époque peut-être Verbrogen à l'UCI, Armstrong et compagnie, mais plutôt de créer un discours, une façon, une éducation des athlètes pure, dure, et dire vraiment on fait un ménage dans ce sport-là quand t'es même pas capable d'asseoir le monde à une table. Puis ça, j'ai eu une discussion pas plus tard qu'hier soir avec quelqu'un qui a travaillé à l'UCI pendant les 4-5 dernières années, qui était très impliqué au niveau du cyclisme mondial masculin, Pro Tour, World Tour, appelle ça comme tu veux, et c'est la même donne qui vaut pour la sécurité dans les parcours. Tu peux même pas asseoir le monde à la même table. Personne veut parler avec personne. Fait que,
en bout de ligne, le cyclisme est une victime très facile ou un target, une cible très facile pour les journalistes, pour les gens qui trollent puis tout ça. On est un livre ouvert. Il y a personne qui check personne. Personne n'a le dos de personne. Alors, c'est sûr et certain qu'on a de la mauvaise presse et qu'on se fait ramasser. Puis en bout de ligne, comme Charles disait, you just gotta suck it up puis enjoy the sport puis dis-toi que tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est plate à dire, là, mais c'est ça. Je vous remercie. Puis, je vous félicite encore une fois, Audrey et Randy. C'est pas facile le travail que vous faites. Parler des journées au complet, 21 étapes, survivre à 3 semaines de tour. Heureusement, il n'y a pas eu trop d'étapes de plats avec des coquelicots puis des marguerites puis il se passe rien pendant 4 heures de temps. Là. Vous avez été chanceux. Mais ceci étant dit, bravo pour votre excellent travail à FloBikes. Et puis Charles, merci beaucoup d'avoir été là aussi pour tous ces épisodes du Tour en collaboration avec FloBikes. Merci à toutes et à tous. Merci à vous aussi, le public qui êtes là, qui est au rendez-vous. On espère que vous nous avez regardé sur la plateforme de FloBikes, notre partenaire pour cette série-là où on était diffusé. Ça fait toujours drôle d'ouvrir ma TV et de voir ma grosse face quand je joue FloBikes et notre excellent chanson de reggae de dub qui débute l'émission. On remercie évidemment toute l'équipe chez Flow Sports, FloBikes, donc Preston et compagnie avec qui moi j'ai eu la chance de travailler pour cette série-là. On se reparle très très bientôt. Alors merci à vous trois, merci à vous tous et au plaisir.